Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce deuxième temps de notre soirée live Mediapart, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir le cinéaste Pierre Scholler. Bonsoir. Bonsoir. Alors même si je pense que vous en avez un peu marre, on va regarder la bande-annonce d'Un peuple et son roi que vous avez écrit et réalisé, parce qu'on a des spectateurs et des spectatrices qui n'ont peut-être pas encore été en salle ces derniers temps. Français, reprenez vos droits. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vive l'Assemblée nationale! Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S'il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres, mon sang. Vous sortez donc aujourd'hui en salle un film hors norme, pas seulement parce que c'est un des gros budgets du cinéma français, pas seulement parce qu'il y a le must des acteurs français du moment, mais aussi parce que c'est un film qui a l'ambition d'être un grand film sur la Révolution française, en filmant à la fois des scènes de l'intimité du peuple et des mouvements de foule, en filmant à la fois des scènes de la royauté et une manière inédite de filmer les assemblées, alors que la Révolution française, elle a suscité quelques films, mais pas tellement de films très réussis d'ailleurs. Donc logiquement, là, vous êtes dans le marathon de la promotion. Vous savez qu'à Mediapart, on aime ce qui est inédit, on aime les scoops. Donc qu'est-ce que vous avez encore pas dit d'important sur ce film ? Qu'est-ce que j'ai pas dit d'important? Ce que j'ai pas dit d'important, c'est ce que je vais dire maintenant. En fait, le film, je commence à voir ce qu'il est. Parce qu'il commence à vivre dans la salle. C'est-à-dire que tant qu'un film n'est pas dans une salle et que vous n'écoutez pas les spectateurs dans leur diversité, même des fois sur des critiques très négatives, ça vous permet de mieux percevoir la réalité du film. Et ce qui m'étonne avec ce film, c'est que l'intention était quand même que l'histoire, que cette histoire passée, de faire le parti pris du film historique, des bougies, des costumes, des décors, qui est un vrai pari, parce que c'est très vite le Puy du Fou vous prend au nez, quoi. Mais de manière, ça fout vraiment les pétoches sur le plateau quand vous arrivez à avoir le fantôme de Stéphane Bern ou de Villiers qui passe par là, vous avez vraiment la trouille, quoi. Et là, vous vous dites, on est en train de se planter, il y a trop de bougies, la perruque, elle est trop... Ouais, ou ça marche pas, c'est que des antiquités, c'est un magasin, c'est pas un film, c'est un truc de brocante, enfin, voilà. Surtout quand les comédiens sont au milieu de tout ça. Et eux, les comédiens, sont toujours vivants. Enfin, ceux qu'on a choisis. Jusqu'à, par exemple, Serge Merlin, qui est un comédien extraordinaire, qu'on voit très peu au cinéma. Et je pense à lui, parce qu'il a vraiment quelque chose qui emporte, comme Denis, comme beaucoup d'autres, comme Adèle. Donc Denis, c'est Denis Lavant, Denis qui Lavant, incarne Marat voilà. De manière assez impressionnante. Et du coup, là, ce qui me surprend, c'est que sur un public, pas forcément parisien, un public de banlieue, ou une classe de collège à Montélimar, le film est vécu au présent, avec une réactivité immédiate à ce qu'ils voient. Sans le filtre de l'histoire, sans le... Non, ils vivent une histoire, ils sont avec des personnages. Je pense que le contact est établi. Parce que c'est un pari d'aller... Alors,
Bon, là, je ne parle pas de la révolution, là. Je parle juste d'établir un contact avec ce que vous filmez et comment c'est reçu. Alors justement, sur cette question qui est assez essentielle de comment cette histoire peut résonner dans le présent, je le disais en introduction, il y a eu peu de grands films sur la Révolution française. Il y a eu par contre des mises en scène assez puissantes, notamment récemment celle de Joël Pomera, qui présentifiait un petit peu le passé, notamment puisque les costumes étaient des costumes contemporains. Vous, c'est pas du tout le choix que vous faites. Donc comment est-ce que ce passé résonne dans le présent pour vous ? Il résonne parce qu'on le regarde d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est en sortant de la salle qu'il résonne. Mais quand on y est, en fait, c'est un mystère parce que quand vous regardez un tableau de Rembrandt, vous ne pensez pas au présent. Vous êtes dans le tableau de Rembrandt. Mais c'est comme dans chaque chose. Quand vous regardez une scène de Truffaut, vous êtes dans la scène de Truffaut. Donc pourquoi se poser la question de est-ce que ça résonne au présent? Vous le voyez avec ce que vous êtes, avec votre temps. Et j'ai pas fait le film pour dire quelque chose du présent. J'ai fait le film dans une espèce de mouvement de grand doute et de grand désarroi de notre rapport au politique, du rapport du peuple au politique. Et je me disais, il a dû avoir un moment où il y avait cette connexion, où il y avait cette vitalité, où il y avait cet engagement collectif. Et c'est ça l'intuition première, et c'est ça que j'ai essayé de filmer dans Un peuple et son roi. Mais par exemple, quand un de vos chapitres, vous le titrez « L'insurrection qui vient », ça dit alors, quoi du rapport entre le passé et le présent? C'est juste un clin d'œil. On est plus dans, on se dit, il y a là une réserve d'imaginaire dont j'ai besoin que j'ai besoin de filmer pour le présent. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai fait un peu dans un geste d'inconscience par rapport à ce que ça impliquait. De même qu'il y a l'allusion sur les morts de 61 avec les Algériens jetés à la Seine. Du 17 octobre 61. Du 17 octobre 61. Mais celle-là, elle est moins visible. Celle-là, elle n'est pas titrée. Elle n'est pas titrée. Mais il y a d'autres titres dans le film. Mais ce que je me suis dit, ils sont en train de faire une insurrection. L'insurrection est en train de monter. J'ai eu besoin, dans le montage du film, de créer des têtes de chapitre pour rassembler des mouvements dramatiques qui correspondent à la fois à des mouvements de personnages et aussi des mouvements historiques, enfin, dans les phases de la Révolution. Et là, j'ai mis, oui, cette insurrection qui vient, parce que c'est une insurrection à laquelle on va assister. Et la forme d'insurrection, je ne dis pas qu'elle est intemporelle, mais voilà, c'est une forme d'insurrection. J'aurais pu aussi mettre l'insurrection est un droit qui appartient à tous, comme c'est dit une minute plus tard dans le film par Varlet. Quand on attaque quand même un monument comme ça, historique de la Révolution française, j'imagine vous avez beaucoup lu des historiens, des écrivains, vous avez vu des metteurs en scène, vous avez vu les films. On voit bien qu'une des difficultés, c'est forcément de comprimer un tel événement en quelques minutes, enfin 2 heures en l'occurrence pour votre film. Comment ça se fait, ces choix-là? Alors, ça se fait que, dans un premier temps, il faut décompresser. C'est-à-dire, j'ai refait pendant des mois des chronologies. J'ai remis à plat les événements par la lecture, en prenant des notes, etc., en essayant de voir où étaient les enjeux, à quel moment le peuple de Paris était décisif, où est-ce qu'il était là, quand il n'était pas là, etc. Et c'est un travail qui est très important parce qu'en le faisant de manière assez précise et pluridisciplinaire, c'est en allant aussi bien dans l'iconographie que dans certains romans, que dans l'historiographie. Je n'ai pas suivi un historien, ni même un courant d'historiens. Je regardais partout, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert certains personnages du film, comme Renaudot, comme Pauline Léon, qui sont Maillard. Donc quand je voyais ces personnages du peuple qui avaient laissé leurs traces dans les événements, tout de suite je les sortais et j'enquêtais de manière un peu plus précise sur eux. Après, il a fallu faire un choix. Donc le premier choix, c'est de dire, on va faire un film qui se terminera à l'exécution du roi, et Inch'Allah, on pourrait continuer après sur la deuxième partie de la Révolution. Donc déjà, ce que vous avez là... à votre producteur, là. Non, mais il le sait, je le dis partout, parce qu'on l'a présenté comme ça. À un moment donné, on est venu voir des partenaires en disant, voilà, on a le projet de faire 2 films. Là, voilà le scénario du premier, et le deuxième pourrait feuilletonner. Et en fait, on n'a pu monter que le premier, parce que c'était tellement cher.
pour une production indépendante, c'est une aventure et un risque incroyable d'avoir mené le film comme ça. Et voilà. Donc, j'ai une période de 89 à 93, et le scénario a continuellement évolué suivant la faisabilité de ce qu'on espérait, de ce qu'on commençait à réunir comme moyen. Et le scénario s'est vraiment construit comme ça, avec un point de vue, avec une idée assez simple, c'est que je ne voulais pas faire de monographie. Le point de vue du peuple était au cœur du film. Il y aurait beaucoup de personnages féminins. Il y aurait des figures historiques. Et on ne serait pas dans un mode de récit hérité du 19e siècle, sur un style balzacien, hugolien, avec une dramaturgie fictionnelle ou basée sur l'individu, sur 2-3 individus. On va faire ce parcours, je vous propose, en images, en réinventant la poudre de l'émission de cinéma, c'est-à-dire que vous allez commenter des extraits de votre film. Quand même, une dernière question avant. Ça s'appelle Un peuple et son roi. L'important, c'est ce « et ». Oui. En même temps, la spécificité de votre film par rapport à d'autres films de la Révolution française, que ce soit Le Danton, que ce soit même centré sur des figures, hein, il y a eu Marie-Antoinette, il y en a eu d'autres, c'est le peuple. Pourquoi est-ce que finalement, vous n'avez pas fait le peuple ou son roi ou que le peuple? Alors, parce que le titre est indicatif de ce qu'il faut suivre. C'est-à-dire que le phénomène révolutionnaire que j'essaye de peindre, et la question du destin politique et de la question politique du roi, de cette figure tutélaire, et j'aurais pu aussi appeler ça naissance de la République, ou fondation, parce que l'idée de fondation est très profonde dans le film. C'est à la fois la fondation de notre imaginaire, c'est la fondation de certaines formes politiques qui nous habitent, c'est la fondation d'un monde. Donc c'est aussi la naissance, enfin voilà. Ça, c'était, si vous voulez, quand vous faites un film, vous avez aussi des titres de travail, des titres qui vous aident à écrire. Puis à un moment donné, je voulais indiquer le point de vue, donc un peuple, une communauté, une nation, une collectivité, enfin, et son roi, c'est-à-dire, on sait tous que c'est un film sur la Révolution, mais où est la Révolution? Et la Révolution, il est dans le « et », dans le lien qui va bouger. Alors, premier extrait, des figures du peuple et des figures féminines d'ailleurs. Nous voulons du blé, du pain et des rois. Que le roi quitte Versailles à Paris dans nos murs. Que le roi quitte Versailles à Paris dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes. La liberté nous donnera du pain et des ailes. Nous avons des choses à vous dire. Ce sont les coquins qui ont accordé le veto au roi. Nous sommes à l'Assemblée ici. Faites que les farines échappent aux accapareurs et nous soient redonnées. Faites que la cocarde ne soit pas insultée. Le pain est rare. Il faut se lever dans la nuit pour espérer avoir une miche. Le pain, les bonnes lois, c'est pareil. C'est de l'espoir. Les nouveaux droits, l'égalité. Écoutez-nous! C'est ça que nous voulons. Je vous prie une seule voix à la fois. On a faim! Qui d'entre vous porte la parole, s'il vous plaît? Citoyen Maillard, patriote et vainqueur de la Bastille. Messieurs. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Combien de sacs sont entrés en ville durant ces derniers 10 jours? 53. Alors? Oui, messieurs. 53 sacs et 500 sautiers de blé. Pur mensonge! Pour des centaines de milliers de Parisiens affamés. On nous fout le nez par terre. On ne fait pas du pain avec de la poussière. Messieurs, ne voyez-vous pas que c'est une manœuvre? On est fatigués! On a faim! Ces femmes sont manipulées par le duc d'Orléans. Je ne suis pas autrichienne. Je suis de la Halle. Je suis reine au du. Et j'ai une pierre dans le ventre. Et toi, l'emplumé? T'as quoi dans le ventre? Des rôtis? Des pintades? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir des femmes qui interpellent des députés de la première Assemblée nationale. On est dans la salle des menus plaisirs à Versailles, parce que dans le premier temps de l'Assemblée est à Versailles, pas loin du château.
Et moi, ce qui me passionne dans ce moment, c'est l'Assemblée vient de naître. Il y a eu tout un combat de rapport de force entre le tiers-état, la noblesse, le clergé. C'était tendu. Hein. C'est pas le bon vouloir du roi qui décide de l'Assemblée. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un groupe de députés de province. Les Bretons sont décisifs, quelques Savoyards sont décisifs, et ils savent que si on veut absolument peser sur les choses, sur le cours des choses, il faut trouver un espace politique. Et l'espace politique, il décide que ça sera cette Assemblée nationale et dont la mission première est de donner une constitution à la France et de régler le problème de la dette. Je résume ça parce que ça permet de mieux comprendre qu'on a à la fois une énergie populaire qui rencontre une énergie politique. Et oui, qui se manifeste visuellement, que ce soit dans cette Assemblée quand elle est à Versailles ou même quand elle va déménager, par le fait que le peuple est présent. Le peuple est présent. Le peuple incarné par certaines figures, mais ça, c'est quelque chose dont on a un peu oublié dans les assemblées, comment il peut peser sur les décisions des députés. En fait, ce qui se passe, et ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'on oublie que le pays est en crise, que le royaume va très mal, qu'il y a des tensions économiques très fortes, qui créent des tensions sociales, et que quand tout d'un coup il y a un espace de réforme qui cristallise avec les cahiers de doléances, avec la réunion des États généraux, etc., en fait, et que ça produit des choses assez belles pour tout le monde qui s'appellent une demande d'égalité, une demande de représentativité, une demande d'émancipation, en fait, mais ça parle à tout le monde, et tout le monde se tient au courant de ça. Et parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas assez, par exemple, sur la Bastille. Pourquoi Paris s'arme à ce moment-là? Parce que les troupes du roi sont là. Et qu'est-ce que défendent les Parisiens en s'armant? Ils défendent le processus. Ils se mettent en travers d'un possible coup d'État sur l'Assemblée nationale. Vous voyez, on en a fait de la Bastille un combat de faire tomber un symbole de la monarchie. C'est pas exactement ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est toujours, il faut sauver ce qui est en train de se dessiner. Et là, c'est pareil. Dans la marche des femmes, il y a à la fois une demande très ancienne sur les farines, sur les subsistances, sur Paris qui est affamé, etc. Et qui rencontre le fait qu'il faut signer ces articles, préambules à la Constitution, ce qu'ils appellent les nouveaux droits, et que le roi, à nouveau, refuse de signer. Alors effectivement, ce qui est impressionnant, je pense, dans votre film, c'est la mécanique de la Révolution. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un processus et qu'il y a ceux qui veulent arrêter le processus pour pas aller à la catastrophe, d'autres qui estiment que ce serait le fait d'arrêter le processus qui mènerait à la catastrophe. Néanmoins, il ne faut pas se représenter votre film uniquement comme un déroulé d'émeutes, puis d'assemblées. C'est pour ça que... Non, ce n'est pas une chronique. Je n'ai pas essayé d'expliquer ce que je viens de dire là, par exemple, sur les dynamiques politiques autour du veto du roi, etc. Ce que j'ai essayé de suivre et de choper, c'est à la fois partager un temps de révolution, et là c'est la Révolution française, donc on est avec la Révolution, on suit des êtres qui traversent la Révolution et qui sont traversés par la Révolution, et en même temps, il y a un truc qui m'a absolument passionné, qui est de l'ordre de l'émotion politique, qu'on peut appeler courage, qu'on peut appeler engagement, qu'on peut appeler espérance, qu'on peut appeler esprit des formes, c'est-à-dire une énergie politique qui est créatrice, qui invente quelque chose. Et dans ce cas-là, ça invente une nouvelle société, en fait. Et qui se manifeste parfois dans des lieux inédits. Pour le deuxième extrait. Enfin va donc le roi, sa pergue quitte Versailles. On ira à Paris tout droit s'installer loin de la canaille. La reine est venue aussi accompagnée de leurs petits, accompagnée de leurs petits. Avec qui vous êtes venus et danser sur nos cocardes. Alors il fallut quérir et abattre 15 ou la garde. À la vue d'un long canon, le roi devint doux comme un mouton. Le roi devint doux comme un mouton. Maintenant qu'il est à Paris et qu'il boira l'eau de la Seine, le roi tout
des lieux inédits, vous avez dit, et aussi une manière inédite de dire la politique, de l'exprimer. Et là, c'est le chant. Il y avait déjà ça dans le premier extrait, je pense. Mais là, à un moment donné, chanter donne la joie d'avoir réussi ce truc incroyable de ramener le roi à Paris, de le sortir de Versailles et qu'il soit parmi nous, qu'il soit avec nous. Et je voulais aussi, je pense que vous l'avez vu dans la scène, je voulais que le film soit lumineux. La lumière est très importante dans le film parce que elle donne l'été. C'est frappant qu'il y ait beaucoup de moments décisifs de la Révolution qui se passent l'été. Alors l'été, c'est aussi la période des moissons, de la tension ou non sur les farines, etc. Il y a aussi ce qu'ils appellent, eux, la macération, cette idée que tout d'un coup, ça s'agite, ça bouillonne, ça commence chimiquement à devenir dynamique, explosif. Et là, c'est un été qui est... On est au bord de la Seine, les femmes travaillent. C'est un des rares fois dans le film où il y a vraiment une sensation d'être à Paris avec l'arrière-plan sur la rive gauche, etc. Alors, on va avoir l'impression qu'on a préparé parce que de la lumière, on passe à une autre lumière. Allez, viens là, toi. Regarde si c'est pas bon. Touche le soleil et fais un vœu. Alors là, on est un peu dans une autre dimension du film, une dimension un peu épique. Je vais me contredire, on rejoint un petit peu le langage métaphorique de Hugo. Oui, là, on peut se dire ça, là, c'est Rembrandt en été, quoi, la lumière qui se projette brutalement parce que j'avais sur les visages et qui les éclaire dans tous les sens du terme. Et parce que j'avais un souci, j'avais deux soucis en abordant le film, c'était faire sentir aux spectateurs d'aujourd'hui qu'est-ce que pouvait représenter la figure d'un roi. Pas seulement à la question de Louis XVI, pas seulement à la question de sa psychologie, pas seulement à la question de son comportement pendant 89, 90, mais cette réalité humaine, que des gens pouvaient avoir de vivre sous le régime d'un roi. Ça, c'était une première difficulté, d'où l'ouverture du film à Versailles. Et la deuxième difficulté, c'est essayer de donner aux spectateurs ce que ça pouvait représenter pour ces gens, que tout d'un coup, il n'y ait plus, que l'Assemblée décrète la fin des privilèges, que tout d'un coup, une centaine de députés du tiers tiennent tête à la cour, que le roi vienne à Paris. Ça, c'est des événements inouïs. Je n'ai pas d'autre mot que c'est inouï. Au sens, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire collective. Ils ne savent pas où ça va encore. Ils n'en savent pas le coup d'après. Mais ils savent l'importance. Ils savent l'importance parce qu'ils savent que ça touche à leur monde. Et donc, il me fallait des événements qui puissent convaincre le plus grand des sceptiques, qui au début, l'oncle, joué par Olivier Gourmet. Et c'est comme ça qu'est venu un phénomène, disons comme une métaphore quasi cosmique, d'un truc comme une éclipse, vous voyez. Il y a l'idée que... La fin d'une éclipse. La fin, oui, non, mais il y a l'éclipse... Sauf qu'il n'y aurait pas eu avant... Non, mais Versailles s'éclipse, avec le départ du roi. Et là, il y a un phénomène physique très simple, c'est que ce quartier n'a jamais connu le soleil, puisqu'il est dans l'ombre de la Bastille, et que la Bastille tombe parce qu'ils l'ont fait tomber assez vite, et à ce moment-là, le soleil naît sur le quartier. C'est même pas qu'il renaît,
C'est qu'il dit, c'est la première fois qu'on voit le soleil dans la rue. Et alors ça peut paraître très allégorique, ça peut paraître très lyrique, mais c'est aussi une dimension humaine de la Révolution, c'est que il y a une dimension héroïque, il y a une dimension d'un héroïsme en fait. Et je crois qu'il y a ça dans la Révolution. Un nouvel extrait, on a quitté Versailles et l'Assemblée nationale s'installe au Jeu de Paume, se construit au Jeu de Paume. Ouais. Messieurs, le comité de constitution vous propose une division du royaume en 80 départements. J'ai l'honneur d'observer que la cause que je défends touche de si près aux intérêts du peuple que j'ai droit à toute votre attention. Le mode d'élection censitaire que vous défendez est un crime. En l'état actuel, l'égalité politique est détruite. Jetez vos yeux sur cette classe, qu'on désigne avec mépris par le nom de peuple. Oh, c'est son nom. C'est son nom véritable. C'est le peuple. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voulez-vous qu'un citoyen soit parmi vous un être rare? Vous qui dégradez... Comment il s'appelle, lui? Je l'ignore. Je ne connais que Mirabeau. C'est un avocat. Il défend l'égalité. On ne sait pas si c'est Robespierre ou Robespierre. Vous qui dégradez la plus grande partie du genre humain par les mots de canaille, de populace, cette multitude d'hommes dont je défends la cause ont des droits qui ont la même origine que les vôtres. Qui vous a donné le pouvoir de le leur ôter? Suffit! Monsieur de Robespierre, vous êtes un prédicateur de l'anarchie. Voulez-vous une assemblée de mendiants? D'orphelins? Taisez-vous, train de silence dans les tribunes. Silence, les tribunes! C'est inouï, ce là. C'est ici qu'on fait les lois. Eh oui, citoyen. Donc là, le film arrive au Jeu de Paume, à cette salle du manège, qui est une salle qui va être vraiment récurrente dans le cours du film, parce que c'est la salle de l'Assemblée nationale à Paris qui va connaître la constituante, la législative, la convention. C'est un lieu, on a énormément travaillé sur ce lieu. J'ai beaucoup travaillé sur les archives, j'ai beaucoup travaillé à rassembler les documents qui me permettaient de pouvoir imaginer ce lieu, de pouvoir le restituer dans ce que je sentais de ce qu'il était. Et le livre de Timothy Tackett, évidemment, est important. Historien américain, qui a aussi beaucoup inspiré Pomera, par la volonté du peuple. Parce que c'est une construction à trois coups comme ça, entre le roi, le peuple, l'Assemblée et ceux qui résistent. Et le dialogue entre le peuple et l'Assemblée, le fait que les séances de l'Assemblée sont toutes publiques, que les séances depuis le début, que les séances de l'Assemblée sont toujours sous forme de discussion, d'élaboration d'un consensus, que ça soit finalement peu de personnes qui participent à l'éloquence, à la vie des idées et des décrets, et qu'il n'y ait pas de parti. Enfin, tout ça, en fait, l'Assemblée a beaucoup d'avantages parce que c'est à la fois une forme qui nous parle. Là, par contre, ça nous parle, on n'a pas de problème à se dire, entre aujourd'hui et hier, on est dans une forme qu'on connaît très très bien, qui est l'Assemblée, qui est des députés qui prennent la parole, etc. Et là, on a le plaisir de le redécouvrir autrement, parce qu'on est dans une Assemblée où le public est là, où les journalistes sont dans la salle, où ça intervient, où ça s'interpelle, où ça s'écoute, où la vie des débats n'est pas qu'un jeu de parti, mais au contraire, les individus sont dans l'arène. Et vous avez par exemple un orateur comme Mirabeau, qui était un des plus brillants orateurs de son temps, et il n'a pas su s'adapter à cette vie de l'Assemblée. Il était ronflant, il était ennuyeux, il parlait des heures, c'était pas percutant, et ça a été un drame pour lui de ne pas vivre, de ne pas avoir une place dans ce rôle historique. Je vous dis ça sur Mirabeau, c'est pas dans le film, mais c'est juste pour bien comprendre que ceux qui arrivent à faire vivre leurs pensées dans l'Assemblée, ils sont très forts. C'est pas la première fois que vous filmez la politique
et la parole politique, précisément. Il y a eu l'exercice de l'État, il y a eu les anonymes, qui se passaient en Corse, sur le milieu indépendantiste corse. Comment il s'inscrit ce film par rapport à cela? Il s'inscrit, je me sers de ce que j'ai appris sur les autres films. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, Les Anonymes est vraiment un film qui est basé sur des extraits de procès-verbaux avec des interrogatoires, etc. Et je me suis aperçu qu'il faut raconter l'affect du verbe. Il faut raconter qu'un verbe est toujours dit dans une situation d'écoute. Il faut vraiment filmer l'écoute, donner une sensation, une chair à cette écoute, et donner des situations d'expression. En fait, il faut à la fois bien filmer l'énonciation de ce qui se dit, afin qu'on comprenne bien ce qui se dit, mais il faut aussi filmer l'expression et l'écoute. Donc tout ça, c'est un espace de mise en scène qui passe par un gros travail de son, autour du comédien, par un travail de montage avec des temps. Par exemple, je vous dis un détail, mais j'avais le problème qu'un discours de Robespierre, ça dure, ou Barnave, ça dure entre 1 heure, 1 heure et demie. C'était 40 pages, c'était 30 pages d'archives. Et moi, j'ai dû, dans le mouvement du film, regarder 2-3 pages de scénario. Mais qui sont des temps de discours. Mais je me méfiais, comment faire qu'en 2 minutes, on ait l'impression de vivre 1 heure? Parce que sinon, on crée des rapports de propos qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire que par le montage, il y avait des enchaînements de propos qui étaient faux. Et donc, je disais au comédien, je lui marquais pause. C'est-à-dire qu'il jouait, il avait sur son texte, il avait appris par cœur le texte évidemment, mais au lieu de le donner dans une continuité, je lui disais pause, et il s'arrêtait. Et je lui disais arrête-toi. Et après, compte 5, 10, 20, 15 secondes avant de repartir. Et ça se voit dans le film à un moment donné sur le discours de Saint-Just, où il y a des reprises de paroles. On reprend une dynamique. Et chez Robespierre, là, c'est plus facile parce que sur le discours sur le jugement du roi, il y a des ellipses de lumière qui permettent de... On commence en fin de journée, on finit dans la nuit. L'extrait qu'on vient de voir avec Robespierre, première apparition de Robespierre dans le film, Robespierre, c'est une clé de la Révolution. C'est un personnage historique, personnage décisif, personnage complexe, personnage déformé, idéalisé ou diabolisé. Donc c'est pas un personnage tranquille. Et l'option que j'ai prise, c'est de respecter l'âge, c'est-à-dire la trentaine d'années, de respecter l'intelligence du bonhomme, c'est-à-dire il fallait que le comédien dise le texte avec intelligence. Et tous les comédiens n'ont pas pu le faire. Et il fallait une base, je dirais, que le comédien puisse se fondre dans la figure de Robespierre. Et une tension. C'était évidemment un être de tension. Et Louis s'est imposé assez vite parce que Louis Garrel. Louis Garrel, pardon, je suis désolé. Louis Garrel. Et au début, il a craint à la fois Robespierre, mais il craignait aussi le précédent de Danton, de Wajda, avec le comédien polonais dont il parle, qu'il connaît d'ailleurs. Et en même temps, c'est absolument nécessaire de laisser dans notre imaginaire un Robespierre interprété par un jeune gars français d'aujourd'hui de 30 ans. Parce que c'était ça, Robespierre aussi. Nouvel extrait, un moment fameux de la Révolution française, la fuite du roi. Le roi fuit! Quel lâche. Nous laisser comme ça. C'est honteux. Plutôt mourir que de souffrir l'invasion par des troupes étrangères. Vive les patriotes! Fidélité à l'Assemblée! Fidélité aux députés! Fidélité à l'Assemblée! Je jure fidélité à l'Assemblée nationale.
l'unité pour nous défendre, il faut faire alliance. Comme l'eau et la terre. Fidélité à la nation! Vive la liberté! Vive la loi! Fidélité à l'Assemblée nationale! Fidélité à l'Assemblée nationale! Fidélité à la nation! Fidélité à nos députés! Vive l'égalité! Et quand on les aura tous pendus, on approchera la balle au cul. Ah, ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas. Et dans le violence, on se souviendra. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai assez clairement construit le film en revisitant des grands moments connus de la Révolution et en introduisant des moins connus. Les moins connus, par exemple, c'est le Champ de Mars. Les moins connus, par exemple, c'est le projet de monarchie constitutionnelle. C'est le moment où les députés apportent cette première constitution au roi et que le roi l'accepte. Ça, c'est rarement raconté. Pourtant, c'est un fait historique capital. Mais j'avais aussi, sur la table de travail, la Bastille, et là, on est à Varennes. Varennes, il y a eu le film de Scola qui s'appelle La Nuit de Varennes, qu'on a vu. C'est un épisode, voilà, dans l'imaginaire, le roi fuyant, arrêté, contre-temps, il mange, il est ramené à Paris. Ça fait partie des icônes. Voilà, ça fait partie des moments iconiques du roi dans la Révolution. Et en étudiant, parce que sur un événement comme ça, je le lis chez Michelet, et après je le lis parmi les historiens de différents abords, soit qui l'ont détaillé, soit qui l'ont mis dans une perspective historique. Parce que j'avais besoin à chaque fois d'avoir un éclairage sur l'événement, de le sentir, d'en appréhender les enjeux. Ce qui est passionnant dans la Révolution française, c'est que les événements sont toujours la combinaison de beaucoup d'événements et de beaucoup d'enjeux. Et c'est comme une équation à plusieurs degrés ou comme une boule d'élastique qui se tend et que ça va aller d'un côté, mais à peu de choses, ça aurait pu passer de l'autre côté. Ouais. Là, ce qu'on sent, c'est vraiment physiquement une partie du peuple, enfin celle que vous incarnez par certaines figures, qui se sent vraiment trahie dans le rapport entre le peuple et le roi. C'est un traumatisme, en fait. C'est un traumatisme. Le lit vide du roi, c'est un traumatisme pour tout le monde. Ce choc de découvrir comme ça l'abéance du pouvoir, le vide, dans la nuit, il n'a pas prévenu. Alors que tous les éléments, tout le monde travaille à construire une monarchie constitutionnelle, c'est un dérobade de roi qui est aussi fort historiquement que Jospin qui dit « j'arrête la politique » le soir du premier tour. Et moi, ce que j'en ai fait, parce que ça, je crois, et j'en ai encore parlé avec un historien, je pense que c'est un acte de guerre. C'est-à-dire que l'événement s'appelle la fuite à Varennes, dans l'imaginaire collectif. Mais quelqu'un qui part dans la nuit, qui laisse une lettre pour expliquer pourquoi il part, et qui sait où il va, c'est-à-dire passer à l'étranger, ça s'appelle une trahison, ça s'appelle un passage à l'ennemi. Et on continue d'appeler ça la fuite à Varennes. Alors que je pense que c'est un événement qui contient la dimension d'un acte de guerre, en fait, national. Et comme ça contient un acte de guerre national, le peuple réagit. Et il réagit en faisant quoi? En prêtant serment aux députés. C'est la scène qu'on voit. Il prête serment pendant le chant du Saïra. Et le serment qui prête fidélité à l'Assemblée nationale est un écho au serment du jeu de paume, c'est-à-dire devant l'inconnu, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on reste groupés, il faut qu'on soit dans une unité politique, qu'il ne faut surtout pas briser. C'est ce qui se joue au jeu de paume, avec les députés entre eux, et là c'est ce qui se joue entre le peuple de Paris et les députés. C'est-à-dire, peut-être que demain on aura la guerre. Oui, ça, c'est une unité qui se fait quand même sur la définition d'un ennemi. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ils ont constamment en tête à la fois les conquêtes qu'ils font, les acquis, le débat, ce qui est en train de se dessiner, mais ils ont aussi constamment en tête la peur et la réalité du conservatisme. Ça, ils le vivent. Ils le vivent d'autant plus que avant 89,
l'opinion était frappée d'enfermement. Vous écrivez un truc contre le roi, hop, il y avait des espions dans Paris, il y avait un jugement immédiat, etc. Donc ils savent la réalité de ça. Ils savent la réalité du poids de la contre-révolution et de la violence de la répression. C'est pas une idée. C'est pas une idée contre une autre. Non, mais vous êtes bien conscient, pour avoir suffisamment lu dessus, qu'il y a encore deux récits divergents de la Révolution française. Un récit de conquête de droit et un récit du déchaînement progressif de la violence. Comment est-ce que vous situez ? Moi, c'est très simple. La conquête de droit, ce n'est pas un combat, c'est un mouvement de conquête, c'est-à-dire c'est pas des droits arrachés par la violence. La violence surgit dans la résistance à ce mouvement. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas les émeutes de Réveillon qui déclenchent le processus de droit, c'est le texte de Sieyès, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des droits légitimes. Il y a une égalité légitime. Il y a une modernité à unifier le pays dans des principes d'égalité. Et ça, c'est pas violent. Robespierre, à qui aujourd'hui une partie encore reproche d'avoir été l'instigateur de la terreur et au fond d'un déchaînement violent de la Révolution. Parce que Robespierre porte en lui, c'est une des rares personnalités politiques de la Révolution qui soit là du début à la presque fin. C'est-à-dire que Sieyès est décisif, mais Sieyès sagement se met de côté pour revenir plus tard, après la Révolution. Mounier a un rôle décisif, Barnave a un rôle décisif, mais il disparaît après. Et Robespierre est le seul qui porte en lui le destin politique de ces révolutions qui se succèdent. Parce que la révolution de 89 n'est pas celle de 92, et celle de 94 n'est pas celle de 92. Mais Robespierre est toujours là. Il est toujours là, et même il s'affirme en puissance politique. Après, dire aujourd'hui que Robespierre était aussi un homme politique de consensus, de compromis, comment l'entendre ça? Mais il y a une base aussi de ça. Mais si vous voulez, sur cette question de la terreur et de la réforme, de la violence et de la réforme, et de l'action politique, du partage de cette action politique et de la violence, ça commence avant. Ça commence avant la terreur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Bastille, c'est une mesure, le peuple s'arme dans un esprit défensif. Enfin, la violence, pour moi, elle est vraiment du côté de la résistance. Elle est là. La résistance, donc de la résistance du régime royal. C'est fragile de bouger. C'est fragile de se lancer dans un processus politique qui touche à tellement de choses. C'est à la fois très fragile et en même temps très solide. Parce qu'il faut... Sur les convictions, ils étaient extrêmement solides. Les députés bretons au Jeu de Paume, ils sont extrêmement solides. Pourquoi ils sont solides? Parce qu'ils se sont fait bastonner à Rennes par la noblesse qui eux, n'ont pas voulu discuter, ont bastonné d'emblée. Et à tel point que les députés nobles de Bretons ne sont pas venus aux États généraux. Donc les députés du tiers breton, ils arrivent à Paris en disant, écoutez, ils vont nous enfumer, il ne faut pas écouter exactement ce qu'ils vont essayer de nous céder comme territoire ou comme droit. Il faut qu'on soit ferme sur nos droits et sur notre demande de droit, et il faut la tenir fermement. Mais tenir fermement une demande de droit, c'est pas faire acte de violence, c'est faire acte de lutte. Alors, nouvel extrait, on va de nouveau discuter de lutte et de violence. Les insurgés arrivent par milliers des faubourgs. Il n'y a de sûreté que dans l'Assemblée. Mais enfin, monsieur, où sont nos troupes? Il n'y a pas assez d'hommes pour garantir votre défense. Sire, ce n'est plus une prière que nous venons vous faire, mais un devoir. Monsieur Roderer, répondez-vous de l'avis du roi? Oui. L'Assemblée sera votre refuge. Soit.
repasse par la figure du roi, à un moment où il est la dernière fois dans un palais. Après, voilà, ce que vous voyez là, c'est ces dernières minutes dans un palais, avec quelques marquis qui sont là, les gardes suisses qui veillent sur sa sécurité, sa famille, et il est encerclé par les sections de Paris qui vont faire tomber le régime. C'est clairement ça, c'est un renversement de régime. Et on a Roederer, en fait, il y a encore l'idée que la personne du roi doit être préservée et qu'on ne doit pas l'exposer à la violence d'un renversement de régime. Et donc, il l'exfiltre. Même s'il commence à y avoir un doute sur la possibilité que le roi... Pourquoi il y a une montée insurrectionnelle? Parce que alors il y a plein de faits politiques sur les ministres, sur Lafayette qui prépare un coup d'État, parce qu'on est dans un pays en situation de guerre à ce moment-là. Donc les doutes politiques en situation de guerre ne sont pas les mêmes qu'en situation de paix. Ils ne sont pas perçus pareil. Là, ils sont perçus avec une réalité de vie, quoi. Et il y a le manifeste de Brunswick, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui fait que vraiment chacun peut craindre pour sa vie. Donc ils exfiltrent le roi à la salle du manège, et là ils ont un problème législatif parce qu'on doit décider de refonder le régime politique en mettant fin à la législative et en ouvrant une convention nationale. Et en même temps, l'exécutif ne peut pas être à ce moment-là. Donc ils le mettent dans une loge, qui est une petite loge dédiée aux journalistes, enfin à ceux qui retranscrivaient les débats. Et physiquement, il n'est pas dans la salle, mais en même temps, il entend tout. Ça, c'est un petit détail croustillant de droit constitutionnel. Et après, il est mis aux arrêts et emmené au temple. Alors, vous avez fait encore la transition sur le nouvel extrait, donc on le regarde tout de suite. Article 5. Venez voir les enfants pleurer leur père. À qui attribuez-vous ce malheur? Au pouvoir exécutif. C'est traître. Poing suspendu, le point déchu. Roi, les points déchus. Courage, ma fille. L'oncle est salement blessé. Basile me l'a dit. T'as vu Basile? Oui. Que valent nos combats comparés à nos victoires? Que valent nos blessures comparées à nos conquêtes? Là, on a la vie des personnages, on a la vie des êtres. Je disais tout à l'heure, c'est autant la vie des êtres que la vie de la Révolution, que les deux se mêlent, parce que je pense que c'est intrinsèque. Je voulais faire le portrait d'une révolution qui soit vivante, qui soit faite par des êtres, et non pas une succession d'idées ou de contre-idées ou de positions. Non, là, on a deux êtres séparés qui s'aiment, qui se retrouvent, enfin une scène très simple, très classique de cinéma, jusqu'à la phrase de Françoise, que valent nos conquêtes, que valent nos blessures comparées à nos conquêtes. C'est la fin. Voilà, cette phrase est vraiment importante, parce qu'il y a dans des moments de révolution, des moments de combat, des moments de courage, des moments de blessure, des moments de deuil. Ça arrive. Et c'est là où c'est un mouvement, c'est un peu plus qu'un mouvement de réforme. Et je voulais montrer qu'ils ressentent aussi fort la perte, le chagrin que le projet, en fait. Mais justement, alors comment est-ce qu'on fait pour pas... Parce que c'est vrai que voilà, dans la Révolution française, même si on n'en a qu'une histoire vague, on sait bien qu'il y avait des positions. Comment est-ce qu'on fait pour pas incarner, vous dites que y en a un qui porte le discours des durs, le discours du Marais, le discours comme ça, que les personnages vivent tout en quand même donnant le champ, parce que... Même si on ne connaît pas très bien l'histoire, on peut suivre le déroulé de votre film. C'est ça, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans le détail, par exemple, rentrer dans les discussions
les Girondins ou les Feuillants ou les Brissotins, parce qu'en plus, à l'époque, ils ne parlaient pas de Girondins, mais ils parlaient de Brissotins. Voilà, ce qui normalement déjà, on est perdu. Mais oui, voilà. Mais quand vous lisez des livres sur la Révolution, l'historique, c'est vraiment ça. C'est à quel moment il faut comprendre que le rapport de force entre les Brissotins, ceux qui sont proches de Robespierre. Donc ça, je dirais, c'est l'aspect factuel. Et dans le film, ce qui m'a aidé, c'est comme on suit un lien immémorial, ce fameux lien entre le peuple et son roi, qui est le lien, peut-être une question fondamentale aussi de la Révolution, c'est la figure tutélaire qui bouge et qu'on voit bouger puisqu'on arrive à une autre figure tutélaire qui est l'idée républicaine. Et ça, par contre, on a les dialogues de ça. On a les dialogues de déception du roi. On a les dialogues de se poser « qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on prend un autre roi ?» On a les dialogues de faut-il juger le roi? On a les dialogues moi, je ne sais pas vivre sans roi. La France ne sait pas vivre sans roi. C'est la scène après. Donc, cette discussion, qui est d'un ordre... C'est une question de niveau de lecture, en fait. Mais justement sur cette parole, parce que les paroles du roi, on en a certaines, on en a beaucoup. Les paroles des députés dans l'Assemblée, on les a. Les paroles du peuple, par exemple, dans les retrouvailles entre Françoise et Basile, on les a pas. Vous êtes obligé de leur mettre des mots dans la bouche. Oui, alors... Comment est-ce que vous circulez entre des paroles qui ont effectivement eu lieu et dont on a la trace, et d'autres paroles où vous pouvez être tenté de projeter, voilà, ce qu'aurait dû dire le peuple à tel moment? Bah, c'était les dernières scènes que j'ai écrites et les plus difficiles. Effectivement, qu'est-ce qui se dit dans un foyer ou dans un atelier en 1790 alors qu'il n'y a pas d'archives? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un peu des positions, des sensibilités aux personnages. Et j'ai essayé de regarder de quoi on débattait à ce moment-là dans l'opinion. Quelles étaient un peu les questions politiques qui se posaient en janvier, par exemple. Et puis, j'ai rassemblé autour de ces questions des écrits, des traces. Ça peut être une chanson, ça peut être des extraits de l'Ami du peuple, parce qu'il le lisait. Je me suis dit, bon, comme il le lisait, il pouvait avoir ce langage-là. Ou dans les affiches, ou des fois, c'était un argumentaire à l'Assemblée que je remettais dans la bouche d'un... Donc, j'avais comme ça possiblement des phrases ou des manières de dire qui étaient dans le temps. Et après, c'est une écriture de dialogue. C'est comme ça que j'ai fait. Et par exemple, et des fois, c'est des détournements. Par exemple, il y a une phrase de Babeuf au début, en 89, dans la bouche d'un des personnages. Alors, bon, évidemment, là, on n'est pas dans la rigueur historique, mais ce qui me semblait important, c'était de conserver la rigueur chronologique. C'est-à-dire que la Révolution est suffisamment complexe dans sa chronologie pour ne pas mettre dans la bouche d'un personnage en 92 quelque chose qui s'était dit en 94. Ça, je me suis refusé. Et un moment qui culmine avec le dernier extrait qu'on va regarder. La parole est au citoyen Saint-Just. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel. Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lie pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. Détrompez-vous, monsieur Saint-Just. Juger le roi serait la moindre des dignités. Il opprima une nation libre. Il se déclara son ennemi. Il abusa les lois. Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, des Tuileries. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal? Donc là, on vient d'écouter Saint-Just, discours très connu. Oui, c'est ça. Là, irruption, on connaît les paroles. On connaît les paroles, on connaît la chanson. Après, l'enjeu, c'est de trouver le comédien qui va tenir ça. Et Schneider a été vraiment formidable. J'aime beaucoup le Saint-Just qu'il fait. J'aime beaucoup la lumière de ce moment-là. C'est là où le lieu porte aussi. Cette lumière d'hiver, avec ce bois, avec les regards, l'écoute, enfin tout ça vit dans la scène. Et
Et on peut dire aussi, puisqu'on parlait avant l'extrait de cette question de la langue et des propos, dans le film, il y a des mots qu'on ne connaît pas, parce que c'est leurs mots. Chanson, quand ils disent un truc qui ne leur plaît pas, ils disent chanson, ou c'est un gros pécata, il y a une vie de la langue aussi, il y a une oralité de la langue, il y a une culture populaire de la langue, c'est pour ça qu'il y a les chansons aussi. Toute cette oralité, elle est importante, et néanmoins, on comprend très bien ce qu'ils énoncent. Alors j'ai enlevé un petit peu des doubles négations, des subjonctifs, une certaine forme de syntaxe avec lesquelles on est moins habitué, qu'on a plus de mal à assimiler. Mais ils ont un truc que j'adore, c'est qu'ils sont hyper précis. Il n'y a pas d'allusion, il y a des allusions, mais ils sont hyper directs sur ce qu'ils ont à dire. Et je voudrais... Là, ceux qui écoutent, ceux qui regardent, et ouvrez juste les 2-3 premières pages du livre de Seyès, Qu'est-ce que le tiers-État, parce que c'est extraordinaire. C'est une bombe idéologique, mais écrite avec des mots extrêmement simples. Et ils savent que la force d'une conviction politique, d'un propos politique, c'est d'énoncer simplement, directement, ce qu'ils ont à dire. Après, c'est discuté, etc. Mais moi, c'est ce que je retiens dans le film aussi. La limpidité, la clarté de la langue. On termine sur ce conseil de lecture, après tout, forcément intéressant. Merci beaucoup, Merci à vous. Pierre Scholler. Un peuple et son roi, c'est donc sur les écrans depuis ce matin.